Bonsoir. Voilà, donc bienvenue à ce webinaire organisé par Article 1 sur le thème de la confiance dans la relation mentorale. Donc le sous-titre étant Enjeux et pratiques pour un accompagnement réussi. Donc merci d'être aussi nombreux ce soir. Je sais que certains se sont réunis en région donc, pour assister à ça et puis d'autres se sont connectés en ligne juste pour pouvoir le faire depuis leur lieu de travail ou leur domicile. Donc merci beaucoup. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Certains d'entre vous me connaissent peut-être puisque j'anime les formations pour les mentors et tuteurs de Passeport Avenir via l'association L'École de l'accompagnement depuis bientôt 7 ans, un peu plus de 7 ans même. Par ailleurs, je suis coach, je suis psychologue du travail et j'accompagne notamment les jeunes sur les problématiques d'orientation professionnelle et les moins jeunes, les adultes en reconversion professionnelle dans le cadre de bilan de compétences. Et la dernière corde à mon arc, c'est également le coaching et la question des risques psychosociaux dans les entreprises. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Ce webinaire, donc on est ensemble pendant 1 heure. J'ai divisé ça en 4 parties. Dans un premier temps, déjà on va s'assurer qu'on parle de la même chose, donc de quoi on parle quand on parle de confiance. Ensuite, on va parler d'un premier aspect, c'est la question de la confiance en l'autre. D'un deuxième aspect, c'est la confiance en soi. Et pour terminer, on ouvrira le chat pour les questions. Donc voilà. Alors, on y va. C'est parti. Alors, on a envoyé à l'ensemble des mentors un questionnaire pour pouvoir préparer ce webinaire et on vous a posé la question, donc, quel est le premier mot qui vous vient spontanément à l'esprit quand on évoque le mot confiance dans le cadre du mentorat ou dans votre environnement professionnel? Et du coup, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Un premier aspect, c'est l'aspect essentiel, la base, l'aspect crucial, nécessaire et primordial de la confiance dans les relations, de manière générale. Donc, vous avez beaucoup parlé des relations humaines, que ce soit dans le travail ou dans le mentorat. Vous avez fait référence également à l'aspect évident et à la définition de ce qu'est la confiance en tant que telle, c'est-à-dire le fait de se fier à quelqu'un d'autre sans a priori. Vous avez également parlé de la définition même de la confiance, c'est-à-dire la fiabilité. Et vous avez fait référence à des aspects qui sont essentiels par rapport à la question de la confiance, c'est-à-dire le fait que c'est un échange, c'est réciproque, ça ne va pas seulement dans un seul sens. Le fait qu'il y ait une responsabilité de chacun dans le fait que la confiance puisse fonctionner ou pas. Que ça permet des relations privilégiées, un dialogue, un partage, voilà. On va peut-être pas s'attarder un petit peu trop là-dessus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va parler à la fois d'un certain aspect qui est la question de la confiance dans l'autre, et c'est assez primordial dans le mentorat, mais également de la confiance en soi, puisque comme vous le savez, la problématique de la confiance en soi, c'est un vrai sujet en tant que tel, et peut-être particulièrement pour les jeunes qu'on accompagne dans le cadre de Passeport Avenir article 1. Alors, donc, les enjeux, il y a un premier enjeu, c'est que la confiance dans la relation mentorale, elle ne se joue pas uniquement entre vous et votre mentoré, elle se joue également à d'autres niveaux. Il y a eu une évaluation de programme de mentorat qui a montré que la plupart des ruptures de relations interviennent dans les 3 premières rencontres. Donc c'est le fait souvent d'un petit groupe de mentors. C'était une évaluation qui avait été réalisée auprès de 800 mentors dans le cadre d'un mentorat d'entreprise, mais c'est tout à fait applicable au cadre de mentorat que propose l'article 1. Et les auteurs donc affirment qu'il existe un rapport entre l'échec de ces relations, alors après qu'est-ce qu'on met derrière le mot échec, et la manière dont ces mentors sont pris en termes de posture, en termes de création ou de maintien de la relation de confiance. Donc ça c'est extrait du livre Rencontre avec un mentor de Pierre-Paul Gingras et Laurent Bourdeau en page 76-77. Le deuxième enjeu, sur lequel je commençais à déborder tout à l'heure, c'est que ça dépasse le cadre de la relation entre vous et votre mentoré. Ça a aussi impacté les relations que vous avez avec les responsables du programme, donc en l'occurrence l'équipe d'article 1, en quoi c'est le cadre dans lequel on vous a permis de rentrer dans le mentorat vous permet de manière confiante de rentrer dans la relation. Est-ce que ça favorise le fait que la relation de confiance va se créer de manière optimale? Si vous avez eu l'occasion d'assister à la première rencontre qui est organisée dans votre établissement et que ça s'est très bien passé, déjà ça pose de bonnes bases pour que la confiance s'établisse. Si ça s'est passé un peu moins bien pour X ou Y raison,
ça peut affecter également l'établissement de la confiance. Ça affecte également la relation entre le mentoré et les responsables du programme. Comment on lui a expliqué ce qu'était que le mentorat dans le cadre d'article 1, qu'est-ce qu'il peut en attendre, et du coup ça peut ou pas compliquer votre relation avec votre mentoré tout au long de la durée de votre mentorat. Et un dernier aspect, c'est la confiance que les responsables du programme peuvent avoir envers vous, les mentors et les mentorés, en termes de vos compétences, en termes de votre façon de vous engager, etc. etc. Donc c'est pour ça que la place de la confiance est capitale dans la relation mentorale, parce qu'elle se joue à plusieurs niveaux. Alors, par rapport à la question de la confiance en soi que j'évoquais tout à l'heure, il y a notamment l'idée que ces jeunes, et tous les jeunes en général, mais particulièrement ces jeunes issus de milieux populaires ou éloignés du milieu de l'entreprise, vont avoir un réflexe d'autocensure, et donc les enjeux sont à ce niveau-là. J'ai ressorti 2 citations de verbatim de mentorés, d'anciens mentorés. La première, donc Quentin, qui a 23 ans, qui disait: ce que m'a apporté mon tuteur, la confiance en moi, j'ai mis du temps à prendre conscience de mes capacités, même encore maintenant, j'ai parfois du mal, mais quand j'ai une opportunité, j'essaye toujours de la saisir à fond. Et Jean-Louis, qui est un mentoré plus ancien, qui a aujourd'hui 31 ans, qui a dit: mon mentor, via ta démarche, m'a redonné confiance en l'avenir. Donc c'est un autre aspect de la confiance, et au-delà de la confiance en lui, c'est la confiance dans le fait que les choses peuvent s'améliorer et qu'on peut aller plus loin et que les choses sont possibles. Il m'a fait venir dans son entreprise et découvrir différents métiers. C'est là que je me suis dit que je voulais devenir ingénieur télécom. Voilà, donc la question de la confiance en soi et la confiance en l'avenir, qu'est-ce qui est possible derrière, c'est tout le but d'un mentorat article 1. Alors maintenant on passe aux définitions. Alors je suis désolée, on commence par des aspects très théoriques, mais c'est important parce que pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc d'un point de vue purement étymologique, confiance, ça vient du latin, qui signifie avec, fidere qui signifie croire et avoir foi. Donc concrètement ça leur renvoie au fait de croire que l'autre est là et le sera toujours et qu'il est fiable. Hop. Donc c'est important parce que ce sentiment de sécurité qu'est la confiance, c'est à la base de toute relation humaine. Dès qu'on on est totalement dépendant des autres personnes. Donc on est obligé naturellement d'avoir de la confiance en l'autre si on veut pouvoir survivre. Et par exemple, quand on apprend à marcher, moi j'ai un fils d'1 an et il commence à marcher, il a confiance dans le fait que je vais toujours l'aider à se relever. Donc cette confiance, c'est ça, c'est la fiabilité par rapport au comportement des autres, les personnes qui nous entourent, les personnes qui nous aiment et en qui on a confiance. Une autre définition de la confiance, c'est la croyance qu'un autre individu, une organisation ou une institution agira de façon conforme à ce qui est attendu de lui. Alors là, on est déjà un petit peu dans autre chose, parce que ça pose la question des attentes. La question des attentes, c'est l'engagement réciproque, les attentes. Est-ce que je m'attends à ce que mon mentor, par exemple, soit toujours disponible? Est-ce que je m'attends à ce qu'il m'accompagne sur certaines problématiques qui sont peut-être hors du champ de votre rôle de mentor? Pour vous, c'est est-ce que vous vous attendez à ce que votre mentoré soit d'une certaine manière plutôt que d'une autre, qu'il soit particulièrement confiant, qu'il soit au contraire, comme toutes les jeunes générations, je fais référence bien sûr au dernier webinaire sur le thème de l'intergénérationnel, se comporter de certaine manière plutôt qu'une autre parce qu'il est jeune, parce qu'il est immature. Voilà, donc quelles sont les attentes qu'on peut avoir par rapport à ça? Et puis par rapport à l'organisation, qu'est-ce que vous attendez de l'article 1 pour vous soutenir dans la réalisation de votre mission? Une autre définition, c'est l'idée que la confiance, c'est accepter de se mettre en situation de vulnérabilité vis-à-vis d'un tiers. Donc, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure en parlant de fiabilité, mais concrètement, c'est l'idée que à partir du moment où on fait confiance à quelqu'un, on va suspendre temporairement, du moins, l'incertitude sur la manière dont il va se comporter. Donc on va être certain, d'une certaine manière, de pouvoir prédire la manière dont il va agir. Donc ça soulève la question, est-ce que je prends le risque d'être trahi, d'être blessé par rapport à la confiance que j'ai confiée, que j'ai donnée à quelqu'un?
Je le souligne particulièrement cet aspect-là parce que dans les réponses que vous avez données au questionnaire, il y a eu plusieurs références à cet aspect de confiance qui a pu être trahi plusieurs fois, notamment quelqu'un qui avait dit la différence entre confiance, naïveté et manipulation, c'était un sujet dont il souhaitait qu'on parle. Une autre personne qui a demandé comment on peut se protéger des personnes hypocrites ou malveillantes. Et une dernière personne qui a demandé comment savoir que son manager est une personne de confiance et surtout comment paraître de confiance pour lui. Alors, le mot paraître dans cette question m'a un petit peu interrogé, mais bon. En tout cas, voilà, par rapport à cette question de la vulnérabilité, c'est on prend le risque d'être en situation de faiblesse, si jamais la confiance était trahie. Une autre distinction qui est faite par les chercheurs sur la question de la confiance, c'est la différence entre la confiance naturelle et la confiance subjective. Donc d'un côté, on a la confiance, elle est dite naturelle parce que elle reposerait sur la tendance naturelle à croire les autres, donc qui varie bien entendu en fonction de nos vies, en fonction des attitudes, de notre personnalité, des expériences passées. Si on a souvent été trahi en termes de confiance, on la donnera peut-être moins facilement, ou le niveau de confiance sera plus faible. Et puis de l'autre côté, on a la confiance subjective. La confiance subjective, c'est dans un ensemble de circonstances avec une personne en particulier. Donc, elle est fonction du coup de notre niveau de confiance naturelle et d'un certain nombre de facteurs conjoncturels. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai une personne avec qui je travaille, avec qui j'ai totalement confiance, mais il y a sur un aspect spécifiquement, je n'ai pas confiance en elle, par exemple pour m'envoyer des documents quand je lui demande. Donc, je vais toujours trouver des stratégies pour contourner cela. La question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quel contexte, si vous êtes de nature particulièrement confiante, avez-vous été plus méfiant? Et dans quel contexte, si vous êtes de nature plutôt méfiante à la base, avez-vous été plus confiant? Est-ce que le cadre du mentorat proposé par l'article 1 vous renforce votre niveau de confiance ou éventuellement le réduit selon la manière dont ça s'est passé pour vous déjà le démarrage de mentorat jusqu'à maintenant? Une dernière distinction, et après on a fini avec la minute théorie, c'est la différence entre la confiance intentionnelle et la confiance de compétence. Alors, la confiance intentionnelle, c'est l'idée qu'un individu fait confiance à un autre parce qu'il croit que ce dernier respectera ses engagements. La confiance de compétence, c'est on fait confiance à la personne parce qu'on estime qu'elle sera compétente pour faire ce qu'on attend d'elle. Pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'on peut se poser la question de est-ce que, par exemple, en tant que mentor, j'ai les compétences nécessaires pour pouvoir accompagner mon mentoré? C'est le cas notamment, on remarque dans les formations, des mentorés peut-être plus jeunes, où l'écart d'âge est moins flagrant avec des mentors plus jeunes, dont l'écart d'âge est moins flagrant avec les mentorés, qui peuvent se poser la question de leur légitimité. Est-ce que j'ai des compétences pour aider? Il y en a d'autres qui, a priori, se posent peut-être moins la question, mais ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas forcément un sujet. Donc cette question de la confiance de compétences et des compétences, elle se pose à la fois du point de vue du mentor, donc comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il a confiance dans ses propres compétences? Du point de vue du mentoré, est-ce qu'il a confiance dans les compétences de son mentor? On le remarque ça particulièrement, par exemple, quand le profil du mentoré est différent du profil du mentor. Par exemple, un ingénieur qui va accompagner quelqu'un qui est en école de commerce en disant qu'est-ce qu'il va m'apporter? Est-ce qu'il a les compétences nécessaires pour m'accompagner? Et ça peut jouer également dans la confiance du mentor dans les compétences de son mentoré. Est-ce qu'il est capable de faire ce qu'il souhaite? Est-ce qu'il a les qualités? Est-ce qu'il a les compétences? Alors, a priori, si vous êtes engagé sur un programme de mentorat comme Passeport Avenir, c'est que vous avez la croyance que c'est tout à fait possible, mais des fois, on peut se dire, ouais, il est peut-être pas tout à fait comme je l'imaginais, voilà. Et un dernier point, c'est du coup la confiance du mentoré dans ses propres compétences et comment vous pouvez l'aider sur ce point-là, mais on en parlera un peu plus tard. Voilà, la minute théorique est terminée. Maintenant, du coup, on va pouvoir attaquer sur la question de la confiance dans la relation à l'autre. Donc, voilà, la relation à l'autre, puisque effectivement, en français, on parle de confiance quoi qu'on parle, mais en anglais, on utilise deux termes différents pour parler de trust, en termes de confiance dans la relation à l'autre, ou de confidence, en termes de confiance en soi. Donc, on est parti pour le trust. Vos attentes et vos interrogations de ce côté-là étaient
deux ordres. D'un côté, vous aviez des interrogations sur comment, bien sûr, gagner la confiance, établir la confiance, la construire, comment pouvoir être sûr que la confiance est bien présente, comment également trouver la bonne posture, la bonne position entre le rôle de confident et le rôle de mentor, jusqu'où on peut aller, c'est parce que s'il y a un vrai niveau de confiance, du coup, votre mentoré va peut-être se confier à vous et peut-être sur des sujets sur lesquels vous ne serez pas forcément à l'aise. Donc voilà, d'un côté on avait les aspects plutôt positifs, et de l'autre côté on avait la question des relations qui peuvent mal se passer en termes de confiance, comment on peut aider, faciliter la mise en place d'une relation qui a un peu de mal à démarrer, comment on peut réinstaurer la confiance dans un cas où la confiance serait fragilisée, et puis une problématique plus qu'une difficulté, une interrogation sur comment on peut établir la confiance quand il y a des vraies différences culturelles, générationnelles ou sociales, et que du coup on n'a pas forcément les mêmes codes. Donc je vais tenter de répondre un petit peu à ces deux axes. Alors, pour commencer, je voulais juste commencer par sortir des éléments des questionnaires auxquels vous avez répondu, sur à quoi ça ressemble une relation mentorale de confiance. Donc on a un premier mentor qui a dit que son mentoré de l'année dernière l'a recommandé à une de ses camarades qui passe le concours de commerce cette année, donc qu'il y a bien un second marché des mentors. Et un autre mentor qui a dit, un jour, j'ai demandé à mon manager comment je pourrais le remercier du temps qu'il a passé à me former et à m'expliquer les codes de notre travail. Il m'a dit de m'occuper des prochaines générations, dont mon investissement dans la formation et le mentorat. Donc, merci beaucoup au manager qui a accompagné ce mentor et puis au mentor de s'être engagé auprès d'articles. Et en entreprise, une dernière situation, c'est l'idée que quand la confiance est là, les gens parlent plus ouvertement, y compris des problèmes, demandent de l'aide, offrent leurs compétences, et du coup les résultats de l'équipe sont là. Alors, comment on peut établir la confiance? Bon, on a abordé un peu ces aspects-là dans le premier temps de formation, mais je voudrais apporter d'autres éléments là-dessus, sur notamment l'image d'un bocal de billes, un bocal à billes. Ça dépend comment vous parlez. L'idée, c'est une image qui a été choisie par Brené Brown, qui est une chercheuse américaine. Donc en fait, elle compare la confiance qu'on peut avoir dans quelqu'un d'autre à un bocal de billes. Pour l'anecdote, donc elle a une fille, Hélène, qui a 9 ans, et un soir, Hélène est rentrée en pleurs parce qu'elle avait eu une mauvaise journée, plus qu'une mauvaise journée, en l'occurrence, l'ensemble de ses camarades s'étaient moqués d'elle. Et elle s'était confiée, elle avait eu une difficulté en fait, elle s'était confiée à une de ses amies qui a trahi sa confiance, et du coup, quand elle est arrivée dans la classe, tout le monde s'est moqué d'elle au point que la prof a choisi d'enlever des billes dans le bocal à billes. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une tradition de certains professeurs d'avoir un bocal de billes dans la salle, et si les élèves se comportent bien, de rajouter des billes. Si au contraire les élèves se comportent mal, d'enlever les billes, et le jour où le bocal est plein, on célèbre, on fait quelque chose de spécial pour marquer le coup. Donc du coup, elle a comparé la confiance qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre à un bocal de billes en se posant la question à sa fille de savoir quels éléments, quels faits, quels gestes avaient fait que le bocal de billes de la relation qu'elle avait avec une certaine de ses amies était plein. Et elle s'imaginait que c'était des grands gestes, des choses, je me suis vautrée sur un terrain de foot et ma copine m'a ramassée et m'a emmenée à l'hôpital, des choses comme ça. Mais en fait, c'est souvent dans les petits moments, c'est des petites choses qui vont faire des billes en termes de confiance. Par exemple, c'était le fait que sur un match de foot, sa copine s'était souvenue du prénom de ses grands-parents. Et en disant, tiens, regarde, il y a tes grands-parents Oma et Opa qui sont présents dans l'audience. C'est ce type de choses. Donc moi j'ai envie de vous poser la question de quelles sont les personnes à qui vous faites le plus confiance et quelles sont les billes qui ont fait que vous leur avez accordé la confiance. Concrètement, si on ramène ça au mentorat, il y a un certain nombre d'exemples qui peuvent parler. C'est des petites attentions, c'est ce que conseillait un des mentors qui a répondu au questionnaire, d'apporter de la valeur très rapidement pour aider son mentoré, pour tout de suite créer un climat de confiance. C'est se souvenir des détails de la vie de son mentoré et de lui poser des questions par la suite. Voilà. Et donc ça, le docteur John Gottman, qui est un expert en relations, qui étudie ça depuis 30 ans, il parle de sliding door moments. Alors pourquoi il a choisi ce terme-là? C'est en référence à un film des années 90 dont
que vous avez peut-être vu ou peut-être complètement oublié. C'est un film avec Gwyneth Paltrow, en français il s'appelait Pile ou Face. Et c'est un film dans lequel on suit les deux vies de Gwyneth Paltrow selon qu'elle ait réussi à attraper son train ou qu'elle l'ait raté. Et ces destins de vie sont radicalement différents. Dans la vraie vie, il a choisi ce terme de sliding moment, parce que, par exemple, il racontait que un soir, il était en train de lire un roman policier passionnant, il était resté plus de 10 pages, il avait une petite idée de qui pouvait être le coupable, et il avait qu'une seule envie, c'était de se mettre au lit avec son bouquin et puis de découvrir s'il avait raison. Et donc, il est passé devant la salle de bain et il a vu que sa femme était en train de se brosser les cheveux et qu'elle avait l'air extrêmement triste. Et c'est ça la sliding door moment. C'est est-ce qu'il continue sa route en disant je n'ai rien vu, je veux absolument savoir la fin de mon bouquin, ou est-ce que je m'arrête et je prends le temps de discuter avec elle pour savoir pourquoi elle est triste. Donc, le fait de s'arrêter, bien sûr, ça construit la confiance. Le fait de ne pas s'arrêter, de continuer sa route, ça peut la briser, ça peut trahir la confiance. Bien sûr, je ne tourne pas mes feuilles, moi. Par exemple, si on se revient du coup au cadre du mentorat, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le monde, il y avait un certain nombre de BD. Il y en avait une avec deux personnages qui s'appelaient Philippe et Monia. On les a approfondis en commun pour ceux qui ont eu le temps de venir, qui l'ont suivi cette année. Il y a donc une BD où Philippe et Monia sont en train de travailler, la relation de confiance est a priori assez établie, et Monia n'est pas du tout attentive à ce qui se passe. Ils sont en train de travailler, je crois, sur le CV, et Philippe perçoit cette tristesse. Donc là, il a saisi l'opportunité, et il lui a posé la question de savoir ce qui n'allait pas. Donc en l'occurrence, Monia se confie sur le fait qu'elle est extrêmement inquiète parce qu'elle vient d'apprendre que son père avait un cancer. Donc ça, c'est une opportunité de rajouter des billes dans le bocal. Une autre opportunité de le faire, c'est dans les relations suivantes, de lui demander des nouvelles de son père. Alors ça n'a pas besoin d'être chose aussi grave que la question du cancer, mais de manière générale, d'être attentif à ce qui est important pour l'autre, ça permet de remplir le bocal et de remplir la confiance et du coup de donner envie à la personne en face de continuer à se confier, de confier peut-être des choses de plus en plus importantes. Voilà, ça se travaille, ça se construit au fur et à mesure. Voilà pour cette slide. Alors, comment on construit la confiance? Il y a un certain nombre de choses, vous les avez pour la plupart listées, donc je ne vais pas m'attarder très longuement sur cet aspect-là. C'est bien sûr en étant engagé, donc en faisant référence à ce que je viens de vous dire, accorder sa confiance pour l'obtenir en retour. Une astuce, donc effectivement, trouver rapidement un moyen d'apporter une plus-value, une petite solution à peut-être un tout petit problème pour le mentorer, pour qu'il se sente en confiance et qu'il sente que vous avez vraiment envie de l'aider. La question de la fiabilité. La fiabilité, c'est bien sûr l'idée d'être fiable, d'être authentique et de garder je suis désolée, je fais beaucoup d'anglicisme, de tenir ses engagements. Voilà, de tenir ses engagements. Si on prenait par exemple d'envoyer un contact, c'est un des mentors qui avait répondu au questionnaire qui avait dit ça. Mais de manière générale, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, t'inquiète pas, je t'enverrai ça, je te mettrai en contact avec un tel, je ferai ceci, bien sûr de respecter cet engagement. Je le souligne particulièrement parce que j'avais eu l'occasion de discuter avec une mentorée qui était très déçue en fait de la relation qu'elle avait avec son mentor, non pas parce qu'il n'était pas compétent, parce qu'elle l'appréciait pas, mais parce que justement il lui avait promis un certain nombre de choses et qu'il n'avait pas tenu. Alors vous pourriez vous dire, elle pourrait lui dire. Ouais. Elle pourrait lui dire, en même temps, bon, ça c'est son problème à elle. Là, je suis en train de discuter avec vous qui êtes des mentors, vous parlez face à la caméra, et la question, par exemple, souvent quand on dit dans une relation, on est deux, donc la part de responsabilité, elle est 50-50. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Honnêtement, quand on a une expression américaine qui dit it takes two to tango, on a besoin d'être deux pour danser le tango, la réalité c'est que simplement si l'un des danseurs change les pas de danse, l'autre peut choisir soit de ne pas suivre, soit de le suivre, mais la responsabilité elle est dans votre camp de ce moment-là également. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus plus longuement. Un point important par rapport à la question de la fiabilité, c'est que souvent
certaines personnes qui peuvent se sentir mises en défaut par rapport à des engagements qu'elles n'ont pas respectés, peuvent dire oui, mais j'ai déjà fait ça, ou j'ai fait telle autre chose, etc. Et ce qui est important, c'est de retenir que la confiance, elle se construit du coup sur la consistance et sur la longueur. C'est des petits actes répétés, hein, c'est encore une fois les petites billes qu'on rajoute dans le vocal, qui vont faire que la confiance va être plus forte et cimentée. À l'inverse, si un grand geste, voilà, une seule action ou deux petites actions une fois par mois, ça ne suffit peut-être pas suffisamment pour construire une relation de confiance sur la durée. Et dernier point par rapport à la stabilité, c'est bien sûr, si jamais vous ne respectez pas vos engagements, ça nous arrive à tous, de vous en excuser et de prendre la responsabilité de l'oubli ou de l'erreur ou voilà, de ce que vous avez pas fait. Un autre point, du coup, c'est l'écoute et la bienveillance. Donc ça, c'est l'un des points principaux qui sont venus dans le questionnaire. Donc un mentor avait dit, en tant que mentor, c'est important de bien écouter le projet de ses mentorés, de ne pas prendre des décisions à sa place. Et un autre avait dit, un bon mentor ne doit pas être vindicatif, mais plutôt utiliser son expérience pour aider le tutoré ou le mentoré à fabriquer ses propres solutions. Il y a aussi l'idée de non-jugement là-dedans. C'est de penser que l'autre est suffisamment compétent pour trouver ses réponses. Et une autre piste qui a été évoquée, c'est de poser des questions à l'étudiant pour lui demander d'y réfléchir pour le prochain rendez-vous. C'est-à-dire d'accepter que votre mentoré, il va sortir peut-être de la réunion sans avoir de solution. Et qu'il va avancer lui-même sur son chemin. Bon, l'image classique, c'est on va lui apprendre à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. La question de la disponibilité, on pourrait l'étendre à la question de la présence et de la régularité. C'est très important de rester en contact régulièrement, idéalement face à face, mais si ce n'est pas possible, de pouvoir garder des points de contact assez réguliers, parce que c'est un moyen facile de cimenter la relation et de leur donner suffisamment confiance pour qu'ils partagent les éléments des histoires personnelles ou professionnelles qui ne vous auraient peut-être pas confiés si vous n'avez des contacts avec lui qu'une fois par mois. Mais bon. Par rapport à ça, dans un cadre professionnel, un des mentors avait répondu au questionnaire que la confiance d'une équipe en tant que manager et qu'il sache que le manager est disponible si besoin à n'importe quel moment. Un aspect qui est important par rapport à ça, c'est la question du cadre et des limites, c'est-à-dire que chacun puisse dire qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK. Parce qu'on ne vous demande pas d'être disponible H24, vous avez aussi une vie, vous avez aussi un boulot. Donc c'est de pouvoir aussi honnêtement dire, voilà, là tu peux m'appeler à tel moment, ou au contraire, là ça ne va pas du tout être possible. Donc d'être assez transparent là-dessus, et puis d'accepter que du coup l'autre le fasse également, et l'inviter à le faire. Dernier aspect pour construire la confiance, je ne vais pas dépasser le temps parce que ça passe vite, c'est la question de l'honnêteté, de l'authenticité et de la sincérité. Alors, donc il y a cette question des limites et du cadre que je viens d'évoquer, mais la question de est-ce que je vais accepter de montrer les facettes peut-être plus vulnérables de ma personne, de ma personnalité ou de mon parcours, donc parler des difficultés que vous avez vous-même rencontrées, des challenges que vous avez dépassés, des expériences qui peuvent être pertinentes par rapport au sujet, qui les préoccupent, voilà. Il y a un sondage qui a été réalisé par Courrier Cadre en 2015, en février 2015, sur le personnage de fiction qui représente le manager idéal. Je ne sais pas si vous savez qui est le manager idéal. En l'occurrence, ils ont choisi Yoda, donc le maître Jedi. Pourquoi? Parce que Yoda, il fait preuve d'humilité, il est capable de dire quand il a des doutes, de dire quand il ne sait pas les choses, d'être authentique en fait, et de faire confiance aux autres Jedi pour résoudre leurs propres problèmes. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, l'idée de l'honnêteté, de l'authenticité et de la sincérité. J'en parle parce que souvent on peut avoir peur, entre guillemets, de justement ne pas se sentir compétent et donc de vouloir montrer qu'une façade de je suis bien solide, voilà, t'inquiète pas, tu peux t'appuyer sur moi. Le risque, c'est que du coup, la relation de confiance ne se crée pas de ce côté-là, en disant, il ne peut pas forcément me comprendre si lui-même n'a jamais eu de difficultés. Voilà, alors voilà pour les trucs qui peuvent construire la confiance. De l'autre côté, on a ce qui peut briser au travers de la confiance.
Donc il y a trois principaux éléments. Ça, je le ressors bien sûr de l'ouvrage que je vous mentionnais tout à l'heure, Rencontre avec un mentor. Les trois principaux éléments, c'est l'indiscrétion, la directivité et le jugement. Donc, l'idée, c'est que qu'est-ce qui enlève des billes et comment on va se comporter quand on va être trahi. Si par exemple quelqu'un va vouloir parler, voilà, j'ai confiance en toi, je vais te parler de certaines choses, je suis sûr que tu vas me comprendre. Selon la réaction que la personne va avoir en face, on réagira différemment. Donc le niveau de confiance, de la confiance naturelle qu'on évoquait tout à l'heure, va pouvoir varier. Par exemple, je ne vais pas m'attarder là-dessus, vu le temps, mais dans Relation avec un mentor, qui parle donc, comme je disais tout à l'heure, de mentorat d'entreprise, c'est un livre que je vous invite fortement à acheter ou à lire ou à feuilleter, parce que ça raconte l'histoire de Ben et des deux mentors principaux qui ont jalonné son parcours. Un premier avec lequel ça s'est pas forcément très bien passé et qui a commis un petit peu les trois erreurs qui sont mentionnées, et un deuxième avec lequel ça s'est passé beaucoup mieux. Donc ça peut vous donner des billes justement pour pouvoir avoir une relation mentorale réussie. Donc moi ce que je constate, c'est que généralement en temps d'eux, j'ai des mentors qui arrivent et qui me disent, pas tous, mais quelques-uns, il y en a toujours, pratiquement à chaque session, j'ai eu 1 ou 2 contacts avec mon mentoré, et puis depuis, c'est pas passé grand-chose. Et puis, ouais, il n'a pas forcément d'attente. C'est pas très clair. Je sais pas trop ce que je peux lui apporter. Et si on creuse un petit peu avec eux, généralement, on va trouver que la problématique, elle va être sur un de ces trois sujets. Alors, la question d'indiscrétion, c'est pas forcément évident de mesurer. Il y a un mentor qui a posé la question de comment on pouvait travailler en partenariat avec les autres acteurs du programme de mentorat. Là, ça pose la question de l'indiscrétion, c'est qu'est-ce que vous allez partager. Si ça revient aux oreilles du mentoré, que vous avez partagé quelque chose qui vous avez dit dans la confidence, forcément, ça peut briser la confiance. Donc ça, c'est par rapport à la problématique de l'indiscrétion. Et Brené Brown, dont je vous parlais tout à l'heure, la chercheuse américaine, parle du coffre-fort. En fait, pour elle, l'idée, c'est que ce que je partage avec toi, ça reste avec toi, et je ferai la même chose. Et une façon dont on ne mesure pas l'impact que l'impact ça peut avoir sur le niveau de confiance qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre, c'est quand on va rapporter des ragots, par exemple. Alors, on aime tous un petit peu, plus ou moins, savoir les petits aspects croustillants de la vie des autres, mais si vous venez me voir en me disant « Ah, tu sais pas ce qui est arrivé à l'autre, ils sont en train de divorcer, c'est horrible, dans des conditions terribles, elle est en train de souffrir, elle est en bas. » Oui, alors, ça va pouvoir créer une certaine forme de confiance entre vous et moi, parce que vous avez fait suffisamment confiance pour me parler de ça, mais en même temps, si vous êtes en train de raconter des choses personnelles de la vie de quelqu'un d'autre qu'il vous avait raconté dans un cadre de confiance, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur est-ce que je peux vraiment lui faire confiance sur les choses que moi je lui raconte. Est-ce qu'il n'est pas en train de les rapporter à n'importe qui. Et c'est le cas en entreprise, sur, j'ai pas entendu l'histoire de machin, c'est le cas dans le mentorat, sur des choses qu'on peut dire sur nos mentorés à d'autres mentors par exemple, ou à d'autres personnes à qui on parle. La confiance, là, elle est un petit peu trahie quand même, il faut dire la vérité. Donc ça, c'est la question de l'indiscrétion, de la confidentialité. Et un autre aspect important, c'est la question de la directivité. La directivité, donc, pour Laurent Bourdeau, l'auteur du livre, c'est quand on est directif, cela veut dire qu'on n'a pas confiance dans le mentoré et dans sa capacité à trouver lui-même ses solutions. Concrètement, c'est une posture, pour le coup, que peuvent avoir pas mal de gens, parce que concrètement, on est habitué dans l'entreprise, on a un problème, et puis même n'importe quel être humain, on nous présente un problème, j'ai tel problème. Le premier réflexe, ça va être de dire, on va essayer de trouver une solution. Ah, tu devrais faire ça, j'ai déjà vécu cette expérience, tu dois faire ça. Bon, la nuance, elle est dans le tu dois, ou voilà ce que moi j'ai fait, et est-ce que ça t'inspire d'autre chose. Mais des fois, on ne se rend pas compte à quel point on peut être directif. Et c'est arrivé effectivement pas mal sur certaines situations de mentorat qu'on a pu travailler en temps d'eux avec certains mentors,
qu'ils réalisent qu'ils ont été extrêmement directifs sans forcément s'en rendre compte. Donc, voilà. Et le dernier point qui peut paraître peut-être évident, c'est la question du jugement, mais la question du jugement, elle n'est pas simple, parce que la question du jugement, elle est extrêmement liée aux croyances et à ce que on peut, aux représentations qu'on peut avoir sur le monde, sur les gens, et voilà. Comme on vous l'explique en temps 1, en fait, on a tous des représentations, c'est nécessaire pour pouvoir fonctionner. Il y a tellement d'informations qu'on doit gérer au quotidien, qu'on est obligé de fonctionner un peu avec des stéréotypes ou des choses qui sont bien ancrées, qui viennent de notre éducation. Mais ces croyances, elles sont telles vraies à un moment, elles ne le sont pas toujours à un autre moment, et elles ont forcément un impact sur la manière dont on va se comporter par rapport à un mentoré, sur le jugement par rapport justement aux différences culturelles. Forcément, tu es jeune, tu ne peux pas comprendre. Il y a des fois les choses qu'on dit, on ne mesure pas l'impact de ce qu'on dit ou de ce que ça veut dire, ça parle de nos propres perceptions du monde. Et à l'inverse, pareil, hein, les mentorés peuvent juger un certain nombre de choses. Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que notre cerveau est fait pour combler et raconter des histoires. Par exemple, si, ça m'est arrivé ce matin, je vais accompagner dans le cadre d'un bilan de compétences quelqu'un, et il a eu un geste qui m'a fait dire qu'il n'était pas satisfait. Donc j'ai commencé à me raconter des histoires en me disant non mais en fait je suis pas compétente, je peux pas vraiment l'aider, là il est en train de se dire que je suis nulle, j'aurais peut-être dû faire ça. Voilà, donc je me suis fait un film comme ça pendant 1 heure dans ma tête en rentrant chez moi pour finir de préparer cette conférence, et j'ai fini par décider de lui envoyer un mail en lui donnant des suggestions, etc. Et très clairement, en fait, absolument aucun jugement, il était juste en pleine réflexion, et c'est ce type de choses qui peut arriver, du non-verbal qu'on capte pas, on a juste 2 points d'information, on va remplir le blanc au milieu. Et les histoires qu'on se raconte ont forcément un impact sur la manière dont on va réagir par rapport aux autres. De la même manière, votre mentoré, par exemple, peut prendre 2 points d'information. Vous êtes préoccupé, vous, par des contraintes personnelles ou professionnelles quand vous arrivez à un rendez-vous. Vous avez peut-être le visage particulièrement fermé. Et lui, il voit juste ça et peut se dire, bon, en fait, il s'intéresse pas à ce que je lui raconte, je suis pas très intéressant, les problématiques, enfin. Il peut se faire des films, et de la même manière que vous pouvez vous faire des films sur son comportement. Donc c'est important d'avoir une attitude, en fait, généralement de curiosité pour être sûr que qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quelles sont les vraies informations que j'ai, est-ce que je peux aller chercher d'autres informations pour valider ou pas l'hypothèse que j'avais. Voilà. Je vérifie que je n'oublie rien par rapport à cet aspect-là. Voilà, un certain nombre de ressources que je vous remettrai à la fin qui peuvent être utiles, notamment quelques vidéos un petit peu décalées sur le sujet. Je vous propose que maintenant nous partions sur pardon, je peux y arriver. Voilà. Si on prend une étude de cas, voilà, excusez-moi, j'essaye d'être sûr que je couvre tous les sujets. Juste pour vous raconter un petit peu l'histoire d'un mentor d'une mentor, Sarah, et de son mentoré, Antoine. Alors, bien sûr, les noms sont fictifs. Qui sont rencontrés du coup une première fois en octobre et une deuxième fois en décembre, un petit peu à la va-vite parce que j'ai eu beaucoup de travail, et ça c'était un commentaire qui venait des 2 côtés. Et le temps passe, il y a 1 ou 2 relances de Sarah par message, parce qu'elle n'arrive pas à rejoindre Antoine par téléphone. Par SMS, ils conviennent de s'appeler, et bien sûr, Antoine n'est pas présent au rendez-vous, ne l'appelle pas, répond pas au téléphone ce jour-là. Donc Sarah finit par réussir à le joindre, il lui dit qu'il avait perdu son téléphone, et là, elle n'entend plus parler de lui pendant 2 mois. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Sarah? Ce qui s'est passé dans la tête de Sarah, c'est qu'elle a imaginé que forcément, le fait qu'il raconte qu'il avait perdu son téléphone, c'était une excuse. C'était pas la vérité. Donc en fait, elle ne lui faisait pas confiance sur les prétextes, sur ce qu'il a argumenté. Alors après, que ce soit vrai ou que ce soit faux, mais à partir de là, son comportement, le comportement de Sarah a été un peu méfiant vis-à-vis d'Antoine.
Et d'autre côté, Antoine, il avait probablement un certain nombre de choses qu'il n'avait pas dit à Sarah. Donc moi, j'ai eu que la discussion avec Sarah, donc je ne peux pas savoir ce qui s'est passé du côté d'Antoine. Mais la question, c'est qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quelle histoire je me suis racontée? À quel moment j'ai peut-être été directif dans le jugement, éventuellement indiscret? Et à quel moment, qu'est-ce que je peux faire différemment pour essayer de récupérer, entre guillemets, la confiance et rétablir la relation. Donc en fait, les qualités à cultiver pour le mentor, c'est la question de l'humilité et de la responsabilité. Donc pouvoir dire, voilà, peut-être que j'ai merdé, tout simplement. Et de quoi je suis responsable, moi, dans le changement dans la relation, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à l'histoire du tango. Avoir une attitude de curiosité pour aller chercher l'information de manière générale, que ce soit bien sûr par rapport au mentor, par rapport au mentoré, qu'est-ce qui est important pour lui, etc. Mais aussi, voilà, si jamais ça s'est mal passé, qu'est-ce que j'ai réellement fait, aller poser la question, et du coup être authentique et vulnérable également, c'est une autre qualité à développer pour pouvoir oser montrer que on est peut-être mal à l'aise, qu'on n'a pas tout à fait compris, qu'on a des doutes. Un exemple de Brené Brown, que Brené Brown partage dans un de ses livres, c'est l'exemple d'une réunion avec toute son équipe où ça faisait déjà 2-3 heures qu'ils bossaient sur un certain nombre de sujets, et il restait encore énormément de sujets sur l'agenda. Et elle a choisi de dire, vu le temps qu'il nous reste, on va s'occuper de tel sujet, et puis les autres, on les fera une autre fois. Et elle a bien vu que je crois que c'était son CFO, était un peu contrarié. Et le CFO a eu l'authenticité, la vulnérabilité et le courage d'aller lui dire, ok, Brené, je suis désolée, mais là, moi, je comprends pas pourquoi le sujet sur lequel je passe 90% de mon temps à travailler a été complètement balayé d'emploi du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça veut dire que c'est un sujet qui n'a pas du tout d'importance pour toi? Et du coup, ensuite, c'est plus clarifier. Donc, c'est ce que a suggéré un des mentors dans le questionnaire, et c'était très d'excellents conseils. C'est que pour restaurer la confiance, il faut prendre l'initiative de communiquer, s'excuser si on est la cause d'une rupture de confiance, s'excuser, ça permet à l'autre bien sûr de revenir sur sa situation de défiance, et en 3 étapes, du coup, ce qu'il proposait, c'était de raconter son histoire, expliquer sa propre vision de la situation, demander à l'autre de raconter son histoire et sa propre vision des choses, et puis du coup convenir de ce qui a divergé, convergé, qu'est-ce qu'il y a en commun, et essayer de trouver des pistes de solutions pour améliorer. Par rapport à la question de savoir comment on peut être sûr que la confiance est établie, il y a plusieurs facteurs. C'est justement, est-ce que le mentoré va oser venir me dire si j'ai fait quelque chose qui lui a pas plu? Est-ce que moi je vais oser lui dire un certain nombre de choses? J'en avais une autre que j'ai oubliée. Et bien sûr, est-ce qu'il se confie? À quel niveau de choses plus ou moins personnelles ou de moments de vulnérabilité il va se permettre d'aller? Plus il est confiant et plus il va oser parler de ses failles et de ses difficultés. Donc voilà, voilà pour la partie sur la confiance dans la relation à l'autre. Maintenant, la confiance en soi, que je vais essayer de traiter très rapidement parce qu'il est déjà 42 et qu'on a énormément de temps, mais je pense que c'est quand même un sujet qui intéresse pas mal de mentors, donc je vais y consacrer quand même un temps de qualité. Donc déjà la question de comment on construit la confiance en soi du mentoré, c'est déjà un jeu de patience, parce que ça prend du temps. Vous avez partagé dans le questionnaire un certain nombre d'éléments qui étaient assez intéressants et utiles. Donc vos réponses, c'était notamment « J'ai relancé une apprentie qui doutait de ses capacités parce que ses résultats n'étaient pas à l'attendu en biaisant son parcours d'apprentissage pour commencer à travailler des sujets sur lesquels elle était le plus à son aise. Elle est devenue un élément indispensable de l'équipe prenant en charge des thématiques qui n'étaient pas forcément bien travaillées jusqu'à son arrivée. Elle qui venait tous les matins avec la boule au ventre rayonne aujourd'hui et est devenue un exemple au sein de l'équipe. » Donc ça, concrètement, c'est de l'idée de la connaissance de soi. C'est l'aider à identifier ses points forts, identifier éventuellement ses points faibles, les compétences, valoriser, lui montrer des choses qui peuvent paraître évidentes quand on les observe en disant oui, mais en fait, t'es vachement doué pour faire ça, t'as telle qualité, voilà, enfin toutes les réussites, les résultats, les petites victoires qu'il a pu avoir et que l'esprit humain a tendance à oublier.
puisque je ne sais pas si vous savez, mais il y a une étude qui a été faite et on a établi ce qu'on appelle le seuil de Losada. Donc c'est un mathématicien qui a établi que il fallait 4 remarques positives pour compenser un commentaire négatif. Donc ça c'est important à garder en tête, parce que naturellement on va retenir le négatif. Autre réponse que vous avez donnée, c'est de rassurer l'interlocuteur de sa place dans la société, lui montrer et lui dire que rien n'est impossible, montrer sur le terrain ce qui est possible pour plus d'efficacité et arrêter de théoriser, ou encore, j'ai accompagné une jeune fille à prendre ses responsabilités par rapport au travail en lui demandant de me présenter son projet professionnel. Ça, c'est un autre aspect, une autre technique, un autre moyen de renforcer la confiance en soi, et c'est valable pour vous également, par ailleurs, c'est de le mettre en action, de le mettre en mouvement, de le challenger, de l'amener à aller un petit peu plus loin que ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Donc il y avait un témoignage d'un mentor qui disait: en tant que manager, j'ai déjà vécu une expérience avec un collaborateur qui manquait de confiance en soi. À ce moment-là, nous avons beaucoup échangé et finalement, le feedback en continu, les mises en situation spécifique, notamment le mettre en lead sur une réunion ou animer un télé, m'ont aidé à gagner confiance en lui. Un autre aspect par rapport à la question de la confiance en soi, que j'ai oublié de mentionner, mais qui va avec ce qu'on disait juste avant, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'est-à-dire que plus vous allez croire dans les compétences et dans les qualités, et plus vous allez avoir confiance dans votre mentoré, et plus il va être capable de faire les choses, et ça c'est prouvé dans des centaines d'expériences, que le soutien et la confiance inconditionnelle que vous pouvez avoir pour lui vont l'aider à construire sa confiance et même à aller plus loin que ce que vous-même pouviez espérer. Excusez-moi, je vérifie sur les slides. Donc l'effet Pygmalion, j'en ai parlé. Mettre en action. Une autre technique, c'est de l'aider à travailler sur les représentations du monde, parce que c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes, de l'interroger et de l'aider à nuancer les choses qu'il peut prendre pour acquis, pour X ou Y raison, pour de bonnes ou de mauvaises raisons en tout cas, par rapport à ce qu'il imagine possible ou impossible. Voilà, creuser. Par exemple, on avait le cas dans le MOOC de la BD, une autre BD avec Philippe et Monia, sur la question du choix d'école. Mais j'ai d'autres exemples en tête, notamment une de mes activités, c'est d'intervenir dans les lycées auprès de jeunes issus de bac pro, de gestion et administration, et de travailler sur la question de l'orientation. Et il y a beaucoup d'incompréhension sur ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible pour eux. Au-delà des limitations réelles et concrètes, ils sont justement, en l'occurrence, fait des films, elles sont racontées des histoires qui faisaient sens pour eux, sur le fait que leurs profs ne les soutenaient pas pour aller faire des études autres que le BTS, qui était la suite logique de leur bac pro. Et donc j'ai essayé d'appuyer pour eux le fait que je travaille également avec Article 1 et que je vois régulièrement des jeunes issus de bac pro faire des études différentes que ce qui, entre guillemets, est la voie logique, la suite logique du bac pro qu'ils ont fait. Donc bien sûr, je leur dis pas que ça va être facile, mais je leur dis que c'est possible. Et du coup, dernier point, c'est les vertus de l'échec. Les vertus de l'échec, c'est aussi le titre d'un livre de Charles Pépin, qui est sorti en 2016, sur l'importance de s'intéresser à la question de l'échec, et que l'échec est un outil d'apprentissage. C'est l'avantage du mentorat, c'est qu'ils sont dans un cadre dans lequel vous allez pouvoir, ça va pouvoir être un laboratoire d'expérimentation pour eux, parce qu'ils ont votre soutien, ils vont pouvoir du coup, dans un contexte qui est assez sécurisé, tester des choses, tomber, se relever avec votre aide. Et ça, c'est un excellent moyen de se relever. Dans le livre de Charles Pépin, il parle de beaucoup d'histoires de personnes dont on a souvent retenu que les réussites, et pour se rappeler aussi de leurs échecs qui leur ont permis de grandir. J'aurais voulu vous en parler de plusieurs, mais on n'a pas le temps, donc je vais en parler que d'une. C'est peut-être la plus évidente, dans le domaine scientifique, de Charles Edison. Je me souviens plus si c'est Charles, donc Edison, et la persévérance dont il a fait preuve, puisqu'il a, alors c'est une citation qui a un petit peu été déformée plusieurs fois, mais en l'occurrence il dit que je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons de ne pas réussir, et de 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Et voilà,
on lui avait quand même dit à Edison que il était trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. A priori, il était quand même capable de faire pas mal de choses. Donc voilà, les vertus de l'échec, c'est l'idée que ça va permettre d'affiner son caractère, de comprendre ce qu'on aime, de comprendre ce qu'on n'aime pas. Ça peut être aussi une leçon d'humilité pour comprendre ses limites, parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on a l'ambition dans un certain endroit, dans une certaine direction, que c'est là qu'on doit aller. Et des fois, ce que Charles Pépin développe dans son livre, c'est que le succès, ça peut être au contraire un frein à trouver ce qui nous correspond vraiment. Voilà. Et ça peut être l'occasion de se réinventer dans différents contextes. Donc c'est un message qui est important à faire passer aux mentorés, déjà pour, effectivement, comme je l'ai dit, leur donner confiance en eux, mais aussi pour vous. Hein. Parce que si jamais, dans votre expérience de mentorat, il y a une relation ou quelque chose qui se passe mal, le fait de se poser la question de concrètement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec, qu'est-ce que j'ai fait, encore une fois cette attitude de curiosité que je vous encourage toujours à avoir, ça vous permettra de grandir en tant que mentor et du coup de faire encore mieux, ou en tout cas différemment, la prochaine fois. Alors, les ressources utiles, je crois qu'on va vous envoyer les slides, mais donc il y a le livre Rencontre avec un mentor de Laurent Bourdeau et Pierre-Paul Gingras, je ne sais jamais si je le prononce bien. Comment affronter l'adversité, se relever après la chute de Brené Brown. Elle en a écrit plusieurs autres, mais c'est dans celui-là qu'elle parle du bocal de billes. Les vertus de l'échec de Charles Pépin et une vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle « Et tout le monde s'en fout » sur le thème de la vérité et sur comment on construit des croyances pour aller dans le sens de ce qu'on croit, enfin comment on construit des histoires pour aller dans le sens de ce qu'on croit et qu'on va essayer toujours de confirmer, les biais de confirmation. Et une émission d'Arte qui est disponible en ligne, qui est sur les vertus de l'échec avec Monsieur Pépin. Voilà, avant d'ouvrir le chat pour les questions, on m'a demandé, ça se fait pas très bien, on m'a demandé de vous annoncer, en tout cas aux mentors parisiens, un événement qui aura lieu, attendez, je vais prendre mon truc parce que sinon je n'ai pas toutes les informations, un événement qui aura lieu le 26 janvier à 19h bien sûr, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte, ce que je ne vois pas. À l'Open Mind Café, à Paris, rue de Cléry, vers le métro Sentier. C'est une soirée qui réunit mentors et mentorés autour de la notion de parcours avec différents témoignages professionnels sur justement leurs peurs, leurs difficultés, leurs rêves, les opportunités qu'ils ont créées. L'idée, c'est que vous puissiez être prescripteur de cet événement auprès de vos mentorés, donc qu'ils puissent venir. Donc il y a le lien ici présent. Et puis c'est que vous soyez également présents parce que ça permet de faire le lien aussi avec un événement qui leur sera proposé le 27 janvier qui est réservé là aux mentorés pour leur permettre de mieux s'approprier leur parcours. Donc voilà, et c'est l'occasion pour vous aussi de rencontrer d'autres mentors et d'autres mentorés dans un contexte un peu plus informel. Donc n'hésitez pas à être présents et à venir et à inviter vos mentorés à être présents. Voilà, donc ça c'était une annonce pour les Parisiens. Et maintenant je vais regardez les questions que vous avez pu mettre dans le chat, si vous en avez. Alors, au nom de la confiance, peut-on accepter de tout faire ou dire avec son collaborateur ou son mentoré? Très bonne question. Désolée, je les découvre en même temps que vous. Très bonne question à laquelle ma réponse sera la tendance à dire qu'on ne peut pas tout faire, mais qu'en même temps ça dépend tellement de l'autre personne que c'est pas forcément évident. Donc j'ai pas envie de faire référence à Coluche. Non, c'est pas Coluche, c'est des proches. On peut rire avec tout le monde, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Voilà. Donc, est-ce qu'on doit accepter, si encore une fois on revient sur la question des limites et du cadre, sur ce qui est ok pour vous, ce qui n'est pas ok pour vous, et de pouvoir l'affirmer de manière claire. Comment savoir que notre jeune mentor nous fait entièrement confiance dans la relation mentorale? Bon, ça, j'imagine que j'y ai répondu. Alors, très bonne question, parce que je voulais éviter d'avoir de donner cette impression. Donc, quelqu'un qui demande, est-ce à dire que la faute en cas de rupture de confiance incombe toujours au mentor ou au manager? Non. Et oui. C'est-à-dire qu'on a toujours sa part de responsabilité, mais le fait est que vous n'avez le contrôle que sur vos propres actions. Vous ne pouvez pas contrôler la manière dont les autres vont agir. Donc la responsabilité, elle est de votre côté
pour pouvoir favoriser la confiance au maximum à partir de vos actions et de comment vous pouvez changer les pas de danse. Maintenant, bien sûr, l'autre personne de l'autre côté peut choisir d'arrêter de danser avec vous. Excusez-moi, parce que le chat, du coup, il est un petit peu long. Alors, Bernard. Rapporter un fait grave raconté par une mentorée, même personnelle, responsable du programme de mentorat, mais qui peut avoir un impact négatif sur son parcours, est-il une trahison de la confiance? Alors, ça dépend de la question de la gravité, c'est-à-dire aussi de la question de son accord. C'est est-ce qu'elle est au courant que tu vas le rapporter, d'un côté, et bien sûr, toutes les limites de cette question de la confidentialité s'arrêtent à non-assistance à personne en danger. Si il y a quelque chose qui peut vraiment être dangereux pour elle ou pour les autres, évidemment, cette histoire de la confidentialité ne se pose plus. Comment ne pas briser la confiance mentor-mentoré si le jeune mentoré a un comportement extérieur non acceptable, drogue, alcool, mais s'il a une attitude correcte pendant ses études, et que ces aspects sont visibles et perceptibles, est-il indiscret pour le mentor de lui signaler quels sont les risques? J'ai envie de dire que si c'est perceptible, c'est avoir le courage de lui dire que vous l'avez perçu et de l'impact que ça peut avoir sur les autres, parce que si vous l'avez remarqué, les autres ont pu le remarquer également. Même si ça n'a pas d'impact direct sur ses études, lui faire prendre conscience de ce que ça va donner par la suite, dans le cadre professionnel, dans la vie, et ouvrir la porte pour qu'il puisse éventuellement vous confier les problématiques qui peuvent justifier ces abus de produits addictifs dans le cadre de sa relation. J'espère que j'ai répondu, je suis désolée, je suis obligée d'être un petit peu synthétique. J'ai perdu toutes les questions. Non, c'est là, pardon. Comment créer la relation de confiance si mon mentoré est très introverti? Réussir à le faire parler et amener à le se confier sans le brusquer. Alors, moi j'ai un petit problème avec le très introverti selon la manière dont il est utilisé. Parce que par exemple, ça ne soit peut-être pas, mais moi je suis introverti. Parce que techniquement en psychologie, on parle d'introversion en disant que c'est quelqu'un qui puise son énergie à l'intérieur. Donc, est-ce que par introverti, vous voulez dire que c'est quelqu'un qui est particulièrement timide et qui n'ose pas parler? Auquel cas, voilà, on va partir sur ce principe-là. C'est la même chose, c'est les petites billes, c'est les petits pas, c'est lui poser des questions sur lui et s'il a la balle au bon, entre guillemets, sans resservir les fois suivantes. Je sais pas, ce qui est intéressant, c'est de savoir si vous êtes d'un naturel, vous, plutôt extraverti, et du coup, vous seriez plus à l'aise avec quelqu'un qui parle beaucoup, et quel effet ça peut vous faire, et du coup, la question de, encore une fois, l'exploration curieuse sur, finalement, pourquoi vous pouvez vous sentir mal par rapport à ça, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'est pas... il n'est peut-être pas satisfait de la relation parce qu'il ne le démontre pas particulièrement. Donc comment vous pouvez lui poser des questions, aller vérifier encore une fois ce qui se passe réellement. Ce qu'on conseille souvent aux mentors, c'est s'ils ont un doute sur le fait que la relation mentorale peut être utile, ou que ça leur apporte quelque chose en tout cas, c'est d'essayer de faire des points de bilan à mi-parcours, généralement justement plutôt à cette période de l'année, si vous l'avez déjà réussi à le voir 2-3 fois, de lui poser la question, de savoir si ça va, si ça se passe bien, si ça avance, et ça aussi ça permet de créer la confiance. C'est encore une autre bille dans le bocal. Pour un autre, oui, merci pour les slides. Je laisse l'équipe technique de Sport Avenir pour les slides, vous les communiquez, mais j'imagine que oui. À mon avis, c'est le mentor. Pardon. Mon mentoré me demande des conseils sur des sujets hors cadre, familiaux, sur lesquels je ne me sens pas légitime. Comment le lui dire sans briser la confiance qu'il me témoigne? Déjà, lui dire que vous êtes touché par le fait qu'il vous fait suffisamment confiance pour vous en parler, mais que,
en termes de solutions, vous ne vous sentez pas à l'aise pour lui apporter des réponses. Maintenant, peut-être le simple fait qu'il vous en parle, ça veut dire qu'il a peut-être juste besoin d'en parler. Peut-être qu'il n'a pas besoin de réponse. Et de pouvoir en parler, souvent, déjà, ça peut l'aider à se sentir mieux et l'aider à reformuler sa pensée. Voilà. Et lui dire j'ai pas envie que tu me parles de ces sujets-là, forcément, ça t'aide un petit peu la confiance. Donc, à voir comment vous arrivez à approcher ce sujet-là. C'est un sujet un petit peu délicat. La confiance n'est-elle pas aussi une question générationnelle entre les jeunes et les autres générations? Charles, je ne sais pas quoi vous répondre. Je sais qu'il y avait eu des questions justement il y avait eu une question qui avait été mise dans le questionnaire sur les effets, sur les enjeux sociétaux en fait, notamment générationnels, sur la question de la confiance. J'ai le sentiment, de mon point de vue, et je suis pas du tout une experte sur le sujet, mais que au contraire, les jeunes ont tendance à faire confiance plus facilement. Il y avait la question de l'individualisme et de l'effet que ça a sur la confiance. Je pense que on fait plus facilement confiance, enfin que les jeunes en génération, je n'ai pas l'âge des mentorés, mais font peut-être plus facilement confiance a priori à un certain nombre de personnes parce qu'ils vivent dans une société qui est basée sur la confiance avec tous les systèmes j'arrive pas à parler, excusez-moi, tous les sites de partage en fait de la sharing economy dont on parle souvent, mais ce n'est qu'une perception et j'ai vraiment pas étudié la question. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous répondre plus avant sur cette question-là. Si on ne se fait pas confiance en nous-mêmes, peut-on inspirer confiance aux autres? Très bonne question, Philippe. Effectivement, si vous n'avez vous-même pas confiance en vous, c'est difficile d'avoir confiance, de donner confiance aux autres. Il y a un proverbe africain qui était mentionné par Brené Brown sur le sujet, c'est méfiez-vous de l'homme nu qui vous offre un t-shirt. Si vous n'osez pas demander de l'aide, vous-même, si vous êtes mal à l'aise avec le fait de demander de l'aide à quelqu'un, d'apporter de l'aide, ça peut être valorisant, mais du coup, vous n'allez pas forcément pouvoir beaucoup l'aider. En quoi la directivité peut briser la confiance, surtout que certains mentorés ne savent pas toujours ce qu'ils veulent? Alors, par directivité, encore une fois, je ne parle pas d'essayer de leur donner des pistes de choses qu'ils peuvent explorer ou de pistes de parce que ça se rafraîchit au fur et à mesure, donc du coup je perds mes questions. La différence de génération entre mentoré et mentor, malgré l'expérience apportée par le mentor, ne génère-t-elle pas malgré tout un problème de confiance pour le mentoré? Alors la manière dont j'entends votre question, et je me trompe peut-être, utilisateur 9/1, c'est est-ce que le fait que vous soyez plus âgé peut éviter que le mentoré vous fasse confiance pour X ou Y raison, parce qu'il ne se sent pas proche de vous? Donc là, on revient à l'idée de, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais je le mentionne dans les formations, sur le fait de se rendre accessible, de ne pas créer de la distance inutile. Voilà, mais peut-être, a priori, mais pour moi, ce type de manque de confiance a priori structurelle, je ne me souviens plus du terme, et pourtant c'est moi qui ai fait les slides et j'ai oublié. Voilà, bref, qui est contextuel, peut tout à fait être dépassé justement par toutes les actions de construction de la confiance que j'ai pu évoquer, et probablement d'autres, parce que le but n'était pas d'être exhaustif sur le temps que j'avais. Le tutoiement est-il à éviter ou au contraire contribuera-t-il à créer un climat de confiance?
C'est un sujet qu'on aborde pas mal sur les formations. D'un côté, oui, ça permet d'avoir une certaine proximité. Le vouvoiement peut, surtout pour nous qui sommes plus âgés, de vouvoyer un jeune, ça peut créer une certaine distance. Maintenant, dans les faits, il y a souvent des mentorés qui sont juste mal à l'aise avec l'idée de tutoyer quelqu'un qui est plus âgé que lui. Voilà, j'accompagne actuellement quelqu'un sur un bilan d'orientation. Je l'ai vouvoyé au début, je l'ai tutoyé après. Il m'a vouvoyé une fois, il m'a tutoyé et voilà. Même si la relation mentorale est différente d'une relation d'accompagnement sur une question d'orientation, oui, a priori, le tutoiement peut contribuer à créer un climat de confiance, mais c'est pas un facteur déterminant pour moi. Inviter son entouré chez soi est-il un gage de confiance? Ah ouais, j'ai envie de dire oui, c'est un gage de confiance. Maintenant, bien sûr, il faut que vous soyez à l'aise avec l'idée de faire ça. Je connais effectivement des mentors qui ont invité leurs mentorés chez eux, qui leur ont présenté leurs enfants parce qu'ils avaient des parcours qui pouvaient être intéressants l'un pour l'autre. Donc oui, c'est un gage de confiance. Ça fait partie des limites. Ah, la vidéo fonctionne plus, quelqu'un me dit. Actualisez votre page. Bon, bah voilà, ça c'est des commentaires sur des conseils sur comment rafraîchir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je reste à votre disposition si c'est le cas. Pour l'instant, mon chat ne se rafraîchit plus, donc j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Je vais attendre encore une petite minute avant de clôturer le webinaire si jamais. Je vérifie quand même que la caméra fonctionne toujours de mon côté. Oui, elle fonctionne. J'ai les slides, ok, tout va bien. Et j'ai plus de questions. Donc du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions que vous pouviez avoir. De toute façon, les temps 2 de formation approchent prochainement, donc vous aurez l'occasion de pouvoir reparler de ces aspects-là avec toute l'équipe des formateurs article 1. Et voilà, merci beaucoup et bonne soirée.